Avant de vous laisser avec ces deux fines analyses de l'économiste Najib Arsbi et de Zizrali, président de l'Association marocaine des droits de l'homme, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien inébranlable. Je souhaite également vous informer, chers abonnés, que nous allons progressivement migrer vers X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et ce, à partir du mois de décembre. Alors, on va parler de la coopération entre la Banque mondiale, FMI et le Maroc. Il s'agit de deux institutions qui, l'air de rien, ont laissé une empreinte sur le développement du Maroc post-indépendance. Depuis le début de leur coopération avec le Maroc, la Banque mondiale et le FMI ont soutenu une série de projets clés. La Banque mondiale s'est focalisée sur des domaines variés du plan Maroc vert à l'urbanisation. Le FMI s'est penché pour sa part sur les réformes économiques. Ensemble, ils ont contribué à modeler des secteurs vitaux de l'économie marocaine, bien que leur approche diffère, le FMI étant axé sur le court terme et la Banque mondiale sur le développement à long terme. Arsbi, quel bilan on peut aujourd'hui établir de cette coopération qui aura duré plus d'un demi-siècle, plus de 60 ans? Alors permettez-moi d'abord de rectifier ce que vous venez de dire. Vous avez dit ces institutions ont contribué au développement du Maroc. Moi, je dirais plutôt au mal développement du Maroc. Et c'est tout le problème. C'est vrai que ces institutions sont installées au Maroc depuis 60 ans. Depuis la première crise financière du Maroc en 1963, ces institutions se sont installées et sont, ça c'est les faits, partie prenante d'une manière ou d'une autre, pratiquement à tous les choix, à tous les programmes, toutes les stratégies dites de développement dans ce pays, qu'elles ont financé, pour lequel donc ils ont fortement contribué à endetter le Maroc. Je le rappelle par exemple, la seule Banque mondiale constitue pratiquement, représente le quart de la dette extérieure du Maroc, rien que la Banque mondiale. Et donc c'est vous dire qu'on est là face à des institutions importantes qui sont, je dirais, compte tenu de cette implication étroite, durable, continue dans les choix et les plans et les politiques publiques, elles sont co-responsables. À tout le moins, elles sont co-responsables, évidemment avec les autorités du pays, au mal développement de l'économie marocaine. Mal développement, je répète, c'est pas une expression jetée comme ça. On peut apprécier ce mal développement par tous les indicateurs que vous voulez, qu'il s'agisse de la croissance, du développement humain, des conditions sociales, de l'écologie, de la situation de la pauvreté, des écarts, des inégalités. À tous égards, malheureusement, l'économie marocaine connaît un mal développement de plus en plus lourd de conséquences. Donc on baigne dans le sous-développement, mais je veux dire, compte tenu des perspectives économiques encourageantes, là on vient de décrocher la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Je veux dire, les investissements qui ont été consentis, surtout dans l'infrastructure, vont être bénéfiques, plutôt vont profiter aux générations à venir. Et donc ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, si j'ose dire. Alors, il y a deux choses que vous soulevez là. La Coupe du Monde. Je ne vais pas jouer au rabat-joie et les gens sont sur les étoiles. Très bien, très bien. Évidemment, je ne souhaite que cela. Je souhaite de tout cœur, vraiment pour mon pays, que effectivement ça puisse donner un coup de fouet et que ça crée une dynamique positive. Bien évidemment, mais je suis obligé aussi quand même de rester un tant soit peu lucide et de constater que quasiment la plupart des pays qui ont, à commencer par en Afrique, l'Afrique du Sud, qui ont organisé des Coupes du Monde, non seulement la fameuse dynamique ne s'est pas produite, regardez, je vous dis les économies qui ont, en tout cas les pays qui ont organisé, notamment du Sud, je parle des pays du Sud. Et donc, même plus, non seulement la dynamique espérée n'a pas vraiment été concluante, mais après, quand on a examiné la facture de l'organisation de la Coupe du Monde, ça a été un déficit abyssal, notamment au niveau des finances publiques. Donc, je le souhaite de tout cœur, mais s'il vous plaît,
soyons prudents, soyons pragmatiques, espérons le meilleur, mais n'oublions pas que malheureusement, le pire peut arriver aussi. Hein. C'est ça la lucidité. C'est quoi le pire? Alors, pour ce que vous dites pour les infrastructures, vous savez, là aussi, bien évidemment, une approche superficielle. Évidemment, ça veut dire que, ben oui, on se balade dans le pays, il y a des autoroutes, il y a des aéroports, des ports, etc. Tout ça, c'est beau. Qui peut s'en plaindre? Enfin, on a fait des études. C'est pas pour me regarder, c'est dans mon dernier livre, j'essaye d'apprécier l'impact de ces investissements, notamment à travers l'indicateur de l'ICOR, qui permet en fait d'apprécier en fait l'impact des investissements hein, de public. On est en plein investissement d'infrastructures, etc. Leur impact sur la croissance, sur l'emploi. Il n'y a pas photo, hein, l'impact est dérisoire. L'ICOR est un des plus mauvais, l'ICOR au Maroc, hein, est un des plus mauvais dans le monde. En clair, là encore en langage très très simple, alors que dans certains pays, si vous voulez, disons 1 point de croissance et pratiquement, je dirais plutôt 4 points d'investissement, de taux d'investissement implique disons, 2 points de croissance pratiquement. 2 points de croissance. Ben, au Maroc, 4 points d'investissement impliquent 1 point de croissance. C'est vous dire en fait que ces investissements, malheureusement, ne sont pas porteurs de croissance et d'emploi comme cela devrait être. Hein. Et je dirais même que pour un certain nombre, on le voit, ce sont des éléphants blancs. Des éléphants blancs, au sens connu en économie de développement dans beaucoup de pays en développement. C'est que des investissements, ce sont des investissements pour lesquels il ne peut y avoir ni de rentabilité financière mais ni même de rentabilité économique, sociale. Hein. Vous avez pensé quoi de l'appel de Marrakech? Alors, le fameux appel de Marrakech. D'abord, nous sommes dimanche 15 octobre et je viens de lire hein, dans la presse, nous sommes à Marrakech, et que finalement les AG des deux institutions se terminent sans qu'il y ait un consensus sur des points qui étaient essentiels, notamment la reconfiguration des quotes-parts. Au FMI. Vous savez que l'une des revendications les plus importantes des pays en développement, et notamment des pays émergents, et notamment de la Chine par exemple, c'était évidemment d'augmenter les ressources du FMI, mais en reconfigurant les rapports de force, tout simplement. Vous savez, l'économie chinoise a quand même été multipliée par 3 depuis la dernière augmentation des quotes-parts, hein, c'est-à-dire 2010, hein, quand même une évolution des rapports de force qui ne se retrouve pas dans les rapports des quotes-parts au niveau du FMI. Et donc là, c'est une des réformes majeures qui a été demandée. Manifestement, il n'y a pas d'accord là-dessus. Donc, Marrakech n'aboutit les AG de Marrakech n'aboutissent une fois de plus à aucun résultat palpable. Hein. Évidemment, que dire hein, des revendications des pays en développement, notamment en ce qui concerne la réforme des procédures, des règles de la dette, la question des conditionnalités, la question de la prise en charge réellement des problèmes de changement climatique, pour lesquels les pays en développement souvent ne sont pour rien, ils sont pour rien, et dont ils subissent quand même les conséquences. Je peux vous dire, valeur cet instant, eh bien, l'essentiel des revendications légitimes des pays en développement, je dirais de la plus grande part des pays, à part la dizaine de pays des plus riches qui contrôlent tout, au FMI comme à la Banque mondiale, la revendication de tous les autres pays, et malheureusement, ces revendications ne trouvent pas écho
et n'aboutissent à rien, encore une fois de plus. Difficile de dire que Marrakech aura permis une avancée sur ce plan. Bien, maintenant, effectivement, alors, depuis 2 jours, on nous dit du matin au soir dans les médias marocains que la Banque mondiale, le FMI, ont reçu avec le ministère des Finances et Banque El Maghreb l'appel de Marrakech. Alors, c'est quoi l'appel de Marrakech? D'abord, ce qui est intéressant, il y a un diagnostic, il y a un constat qui est, on peut dire pour une fois, réaliste, hein, difficilement être contre. Hein. Ces institutions, les autorités marocaines reconnaissent que la crise, hein, nous vivons, le monde vit une crise avec des croissances comme on n'en a pas vu depuis aussi bas, comme on en avait eu depuis longtemps, des problèmes de pauvreté qui s'accentuent. Je vous dis, une reconnaissance officielle, par exemple, que la pauvreté extrême ne risque de commencer à être atténuée, diminuée qu'à partir de 2030. Tenez-vous bien, ça veut dire que non seulement on reconnaît que la situation se dégrade, et on vous dit, circuler, il n'y a rien à voir, rendez-vous à 2030 et après. Ça veut dire les calendes, hein. C'est ça ce que ça veut dire, malheureusement. Oui. Donc, problème de la dette, problème du changement climatique. Au niveau de constat, vraiment, dire, on est quand même conscient des problèmes. Très bien. Et ensuite, on arrive alors au principe de Marrakech, c'est-à-dire un peu, c'est dire, quelle est la réponse de ces institutions et des autorités marocaines, quelle est la réponse à ce constat pour le moins inquiétant, alarmant. Voilà. Eh bien là, je veux vous dire que on peut dire que cet appel est là, et depuis toujours. On dénonce ce qu'on appelle ce double langage, en fait, cette contradiction fondamentale entre le discours et les actes. Eh bien, l'appel de Marrakech, mais alors, illustre à la perfection ce double langage, cette contradiction. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez donc effectivement un constat qui est réaliste, qui est lucide, qui dit les choses clairement comment elles sont. Et puis on arrive donc aux recommandations, aux principes. Et alors, je peux vous dire, la montagne accouche d'une souris. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, 4 principes. 1, promouvoir la croissance. Bon, ok. Promouvoir la croissance inclusive, durable, etc. Un vœu pieux. Comment est-ce qu'on va le faire? Alors, on vous dit, 2e principe, renforcer la résilience des économies. Comment on va les renforcer? Eh bien, voyons donc, par les fameux équilibres macroéconomiques d'abord, par les politiques macroéconomiques, les choix qui ont conduit à la situation actuelle. C'est ça qui était quand même incroyable. Il y a un constat qui correspond à la réalité, mais des politiques qui correspondent au temps passé, à des situations précisément qui non seulement ont été très largement dépassées par les faits d'aujourd'hui, mais en plus avec des instruments qui ont montré, des politiques qui ont montré leur échec total. C'est quand même assez étonnant. Je veux vous dire, ensuite, soutenir les réformes créatrices de transformation. Alors, c'est quoi là aussi? Alors, bon, on vous ressort les vœux pieux, transition écologique, l'éducation, la santé, le genre, la parité, enfin, qui peut être contre? Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour régler, alors qu'on voit bien dans la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va regarder les budgets des États. Les budgets. La loi de finances au Maroc va arriver dans quelques jours. Ben, on va voir. Je veux dire, on veut promouvoir, on veut développer, on veut s'occuper de l'éducation, la santé, etc., etc. Et ensuite, quand on passe aux actes, aux chiffres, concrètement, qui matérialiseraient ces choix, ou cette orientation, ben on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Quasiment rien, bien au contraire, il y a une régression. Par exemple, des choses concrètes. Je vous renvoie à un rapport publié il y a 2 semaines, 3 semaines, je crois, par Human Rights Watch, sur les politiques du FMI notamment, en matière d'austérité.
C'est-à-dire que le FMI, depuis des années, il nous dit « Ah ben, ils ont tenu compte de l'expérience de passé, que désormais leurs crédits ne seront pas accompagnés d'obligations d'austérité budgétaire, etc., notamment en matière de santé, etc. » Et donc, dans ce rapport, on fait, je pense, de mémoire, je vous dis comme ça, on fait une étude qui porte sur quelque chose comme 130 à 140 programmes donc, du FMI, et on s'aperçoit que l'écrasante majorité de ces programmes continuent exactement dans la même lignée des politiques antérieures, c'est-à-dire austérité, précisément orienté vers l'éducation, la santé, etc., etc. Oui, donc il y a un double discours qui est quand même assez effarant. Et le quatrième point, alors la tarte à la crème, renforcer la coopération internationale. Qui peut être contre? En fait, c'est simplement pour nous dire à la fin que, évidemment, la Banque mondiale, le FMI sont disposés à aider les pays à sortir de cette crise, à affronter cette crise-là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? En clair, en décodé. Ça veut dire que ces institutions, la Banque mondiale, le FMI, sont prêts à nous engloutir encore et plus dans l'engrenage de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire aider? Ça veut dire donner des crédits, donc alourdir la dette de ces pays avec les conséquences que l'on peut constater. Aider, c'est de la communication financière finalement. Un petit mot sur la dette africaine, parce que justement c'est la même logique qui s'applique à l'Afrique. La dette africaine qui s'élève à 1,8 trillion de dollars, 1,8 milliards. Et donc la dette africaine s'est appréciée de 183% depuis 2010. Pourtant le FMI, la Banque mondiale, continue d'endetter ces pays. Un petit mot là-dessus. Mais c'est encore une fois malheureusement l'illustration. Vous savez, vous avez des faits qui parlent d'eux-mêmes. Depuis des décennies que ces institutions nous disent que la dette, c'est pour nous aider à sortir des crises. C'est ça. Ils nous donnent des crédits pour nous permettre de sortir de la crise. D'accord. Et depuis des décennies, dites-moi un exemple d'un pays qui a réussi à s'en sortir. Qui est maintenant un pays émergent, développé. Je dirais même, c'est exactement le contraire qui est vrai. Vous avez l'exemple de la Corée du Sud, qui ont fait une politique exactement à l'opposé de celle que voulaient leur imposer ces institutions financières, et comme par hasard, c'est la Corée qui a réussi. Donc, c'est vous dire, pour l'Afrique, malheureusement, l'Afrique reste au cœur de l'engrenage de la dette. Elle est dans l'impasse absolue, c'est-à-dire que la plupart, je ne le généralise pas, mais je dis, on peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez, mais globalement, la plupart des pays en sont simplement réduits à emprunter, mais non pas pour investir, pour créer de l'emploi, pour se développer, emprunter pour rembourser. Emprunter pour acheter de la paix sociale. Et c'est l'engrenage, c'est le cercle vicieux. Et tout le monde peut constater ça. C'est pas et en dépit de cela, eh ben, les institutions continuent le même langage, le même mythe. Oui. Et évidemment, il y a un moment où on peut quand même se demander, mais comment expliquer tout ça? Parce que c'est vrai quand même, comment accepter que du côté, je dirais moi, du côté des institutions, en fait, on ne dira jamais assez. Ces institutions, la Banque mondiale est une banque. Et une banque, c'est une entreprise qui gagne de l'argent avec de l'argent. Elle prête de l'argent pour gagner de l'argent. La Banque mondiale est une banque qui prête de l'argent et gagne de l'argent. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir. Mais c'est une des contradictions, une des choses qui interpellent, qui questionnent. Avez-vous jamais entendu la Banque mondiale en déficit? La Banque mondiale n'a jamais fait de déficit, pareil pour les autres. Alors que les pays qu'elle est censée aider, depuis 60 ans, ont connu tous les malheurs possibles et imaginables. Certains ont peut-être connu quelques moments de croissance, mais ensuite,
je veux dire, globalement, la situation de la plupart des pays dont la Banque mondiale est censée s'occuper se porte mal. Or, la Banque mondiale, elle se porte très bien. C'est quand même quelque chose qui nous questionne. Et donc, vous avez des banques qui gagnent de l'argent en prêtant, mais des pays qui empruntent pour continuer à s'appauvrir. Et mais pour la Banque mondiale, vous voyez, tant que ces pays payent, tant qu'ils payent au prix des sacrifices que vous pouvez imaginer, et dire justement, ils peuvent couper dans le budget de l'éducation, dans le budget de la santé. La seule rubrique qui ne bouge pas, on ne touche pas, c'est le service de la dette. À commencer par le service de la dette de ces institutions financières internationales. Ça questionne quand même. Est-ce que, quand je vous disais au début, ce sont des institutions qui contribuent au mal développement, vous voyez bien, ce n'est pas des mots comme ça, c'est des choses qu'on peut démontrer par les chiffres, par les faits. Dire clairement les choses, ces institutions, malheureusement, sont une partie du problème. Elles ne sont pas une partie de la solution. Elles sont le problème. تسعود الى غايه 15 اكتوبر كان الجمع العام ديال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدارس امكانيه ديال حل الازمات الاقتصاديه على الصعيد الدولي. الملاحظات اللي كانت وهي مجموعه ديال الملاحظات خاصه على ديكلاراسيون اللي كانت. الملاحظات يمكن نقص التقسيم ديالها لجزئين او 3 اجزاء. القسم الاول مرتبط بالسؤال اللي كيطرحه الجميع: هل تم هناك نجاح لهذه القمه ام لا؟ لا أظن أنه يمكن نتحدث على نجاح، لأن هناك الآن اختلاف كبير فيما يتعلق بتوسيع رأسمالة البنك الدولي وكذلك صندوق النقد الدولي، لأن كان المفروض في اللقاء ديال مراكش توسيع أو زيادة في رأس المال ديال صندوق النقد الدولي حتى يتمكن باش يغطي العجز اللي كاين، لكن مع الأسف لم يصل هناك أي توافق خاصة بين الأمريكيين والصين، لأن المفروض اللي كان هو الزيادة اللي كانت غادي تدار كانت أن الصين غتكون عندها حيز أكبر ويمكن كانت غادي تجاوز حتى الحصه ديال الولايات المتحده الامريكيه، على اعتبار على ان المساهمه ديال الدول على حساب الاقتصادات ديالها. بالنسبه لامريكا وبريطانيا كانت فرضات على ان الاحتساب ديال النمو الاقتصادي يكون هو 2010، في حين على ان الصين تشبثت باللي التقسيم يدار على 2022. اذا كانت هذه نقطه خلافيه كبيره وما وصلش حتى شي كونسنسوس. النقطة الثانية كذلك اللي كانت خلافية كبيرة فيما يتعلق بليزاكور ميلتيلاتيرال، في حين أن مجموعة من الدول بما فيهم الصين وروسيا وكذلك بعض الدول الأوروبية كانوا كيهضروا على تطوير الاتفاقيات متعددة الأطراف، في حين الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت ترفض هذه الاتفاقيات متعددة الأطراف وتتشبث ما يسمى بالاتفاقيات الثنائية، أي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أو يعني الاتفاقيات الثنائية، وهذه نقطة خلافية كذلك لم يصلوا فيها إلى أي كونسنسوس. إذا هذا بشكل عام كخلاصة كبرى. فيما يتعلق بالإعلان أو لا ديكلاراسيون دو مراكش يمكن كذلك التطرق لها في 3 ديال النقاط كبرى. النقطة الأولى وهي ملاحظات عامة. الملاحظة العامة الأولى هي أن هذه لا ديكلاراسيون تحدثت حول لي ريفورم ستريكتورال، ونقطة الضعف هي أنها ما دارتش تقييم، أو على الأقل كان مطلوب يدار تقييم للسياسات السابقة خاصة البروغرام داجستومون ستريكتورال أو سياسة التقويم الهيكلي اللي دارت في الثمانينات والتسعينات. ما تمش التقييم بشكل عام، فقط جينا بلاص ما نهضروا على برنامج التقويم الهيكلي أصبحنا نتحدث على تغييرات ولا دي ريفورم باش نديروا تقويم. هذا من جهة أخرى كذلك عودة الحديث حول الحكامة كطريقة ناجعة للتدبير. يعني مرة أخرى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يريد أن الدول أنها تجري راسها كأنها شركات. الملاحظة الثالثة مرتبطة بأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ممكن أن نقول أنهم أعلنوا فشل سياستهم في محاربة الفقر، لأن من 90 إلى الآن دائما نسمع أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الهدف ديالهم هو القضاء على الفقر. فلا ديكلاراسيون ديال مراكش جات لتتحدث حول الفقر المدقع فقط، يعني تحولنا من محاربة الفقر إلى محاربة الفقر المدقع فقط، ستدير اللي كيعيش المواطن بديك $1.80 ودولار كيساوي 3 درهم بالنسبة للمغرب. إذا هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الآن نتحدث دائما كعادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الحديث حول النمو وليس حول التنمية.
في لا ديكلاراسيون لا كرواسونس مي اون نو بارل با دو ديفلوبمون، في حين ان المطلوب كان خصنا الحديث حول التنميه خاصه بعد الازمات اللي كانت. كذلك هناك بعض المصطلحات الغير دقيقه، مثلا يتحدثون حول ان كرواسونس انكلوزيف او النمو الاندماجي دون تحديد شنو كيعنيو به، كيفاش الاندماج في السوق العالمي كيفاش غيكون بالنسبه للدول الفقيره، كيفاش غادي تطور هذه الدول الفقيره باش يكون على الاقل غتكون مندمجه في الاقتصاد الدولي. النقطه الثالثه كذلك او الرابعه المرتبطه دائما بلا ديكلاراسيون ديال صندوق النقد الدولي والإفمي هي عدم الحديث حول المديونيه وطريقه التعامل مع المديونيه. سي ان بوان اللي خلاوه دو كوتي ما هضروش عليه، بل بالعكس من ذلك انهم يتحدثون على ان بما ان هناك فرق كبير فيما يتعلق بين الدول في المجال الرقمي، فكتحسن في لا ديكلاراسيون ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تيطلبوا من الدول الغير متقدمه رقميا انها تاخذ دي كريدي باش يمكن تقصير او سد الفجوه بين الدول المتقدمه والدول الفقيره في المجال الرقمي، بمعنى ان الدول ستكون مضطره، مثلا خدينا الحاله ديال كوت ديفوار اللي عندهم نسبه التمتع بالانترنت يلاه 50% ولا ديجيتاليزاسيون ما ديباس با 20% ديال الادارات ككل، فباش يمكن كوت ديفوار تغلب على هذا العاجز صندوق النقد الدولي والبنك تيقول لها عندك الحل هي انك تاخذ الديون، تاخذ قروض جديده باش يمكن تسد هذا لو غاب النيميريك. كذلك فيما يتعلق بالنقطه الخامسه او الملاحظه الخامسه مرتبطه بالشونجمون كليماتيك او المتغيرات المناخيه، مع الاسف بالفعل تم الحديث على ان يمكن اننا نتغلبوا على هذا الشيء بتطبيق مخرجات باريس كوب ديال باريس، لكن ما هضروش لنا في لي ديتاي كيفاش غادي يمكن، خاصه ان الاعلان ديال باريس ليس ليس كونترانيون، يعني مش مفروض على الدول تحترمه، فقط كانوا فيه دي ريكومونداسيون او توصيات اللي بقات الدول ممكن تشارك او تستعملها كما ان ممكن ما تستعملهاش، وهذا الشيء كان دار باش الصين حتى هي توقع، لان الهدف ديال فرنسا انذاك هو توقيع جل او كل الدول على اتفاق باريس دون الحديث عن الاليات ديالو. كذلك فيما يتعلق بالنقطة السادسة المرتبطة بالكربون، ونرجعوا عاوتاني لديك الهضرة القديمة ديال السوق ديال الكربون، يعني الدول المتقدمة ممكن أن تشتري حصة لتسربات الكربون من الدول الفقيرة، مع العلم أن هذه عملية أثبتت مجموعة من الدول أن قد تحد من النمو أو من التنمية ديال هذه الدول. إلا خدينا مجموعة ديال الدول الإفريقية اللي كتستعمل الشربون من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية غتكون مضطرة يا إما تاخذ هذا المنحه اللي كتعطي الدول المتقدمه او انها تستعمل الشاربون باش توصل للالكتريسيتي باش توصل انها تطور البلاد ديالها. فيما يتعلق بالنقطه السابعه هي مرتبطه بالنوع الاجتماعي اي المراه والاندماج ديالها، ففي خلال الديكلاراسيون كتحس على انهم كانهم يريدوا ان يقولوا لنا ان ادماج المراه في التنميه بشكل كلي وتقويه القدرات ديال المراه تتطلب الكثير من المال، اللي كيبان ان صندوق النقد الدولي كانوا تيقول كانه ما عندوش الامكانيات باش نوصلوا للعمليه ديال ادماج المراه في السوق ديال العمل بشكل كلي. النقطه الاخيره المرتبطه الثامنه المرتبطه كذلك بهذه لا ديكلاراسيون هو الحديث حول نموذج جديد للتعاون الدولي، وهذا تراجع لان في لي زويم دي اهداف الانمائيه للتنميه سنه 2010 كنا تحدثنا او على الاقل الامم المتحده كانت تحدثت على ان المشاركه ديال الدول هي 0.7 من البي بي ديالها من اجل تنميه دول الجنوب. انذاك او على الاقل حتى 2016 يلاه كانت الجابون واسبانيا هما الدول اللي كانوا على الاقل وصلوا لها 0.7، كل الدول ما وصلتش لها 0.7. الان جاوا باش يهضروا على نمط اخر للتمويل الدولي او المساعدات الدوليه دون تحديد شنو هو هذا الرقم ديال المساهمه ديال الدول المتقدمه او الدول الناميه من اجل النهوض باقتصاديات الدول الفقيره. اذا عاوتاني تم التراجع على 0.7 وبقى الباب مفتوح. اذا هذا الشيء بشكل عام. غادي نجيو للمغرب لان هو الذي يهمنا الان. كنظن بقي الله الناس باقا ما وصلتش لدارها، يلا خرجوا من مراكش. كان الاعلان ديال قانون الماليه 2024 اللي تم العرض ديال المجلس الوزاري قبل يومين، فنفاجأ على ان المنحه التي ستقدم للعائلات كحد ادنى قالوا 500 درهم، وهاد 500 درهم تكون هي لو ديبار. فإلا خدينا هاد 500 درهم بالنسبه للعائله اللي فيها غير جوج الاشخاص، ما نقولوش ثلاثه، جوج ديال الاشخاص، خدينا 500 درهم في الشهر، يعني كل شخص غيستافد من 125 درهم في الشهر. 125 درهم في الشهر الا قسمتيها على 30 كتجيك شي 7 8 دراهم فاصله شي حاجه في النهار.
هاد 8 دراهم في النهار راه هي داكشي اللي كيهضر عليه البنك الدولي ديال الفقر المدقع، بمعنى ان هناك تحول حتى بالنسبه للسياسه ديال المغرب باش يمشي في هذا الاعلان ديال مراكش، هي ان فقط القضاء على الفقر المدقع. فيمكن لاي واحد مغربي يتصور كيفاش شي مواطن مغربي او مواطنه مغربيه غيمكن لها تعيش ب 8 دراهم في النهار، خصها تفطر وتتغدى وتتعشى منها، وكذلك التطبيب وكذلك الاحتياجات ديالها، وتشري الحوايج وتخلص الكرا ودير كل شيء ب 8 دراهم في النهار. اذا هنا تيبان لك هذا الاعلان ديال مراكش ما جاش من فراغ، او على الاقل الحكومه المغربيه باغي طبقاته، لان كنا كنهضروا على 800 درهم، كان واحد الوقيته كيهضروا على 1200 درهم كما وقع فاش كان كوفيد. الان مرينا بسرعه ل 500 درهم، يعني 8 دراهم في النهار. اذا هادو هما الانعكاسات المباشره الاعلان ديال مراكش اللي احتضنوا المغرب. كذلك من خلال التقرير او على الاقل الخطط الاولى اللي بانت في القانون المالي ديال 2024 الاهتمام بالقطاع العام، وهذا كيبان ان هناك اشارات ان سيكون هناك تقليص من الميزانيات اللي تعتمد الانفستيسمون في القطاع العام. وكذلك في خلال الخطط الاولى هناك حديث مره اخرى على ما يسمى بالشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني لي 3 بي بارتناريا بيبليك بريفي، اللي هي كذلك من ضمن النقاط اللي ركز عليها الاعلان ديال مراكش، اعطاء مجال اوسع للقطاع الخاص على اعتبار الحوكمه اللي فيه كما يقولون، وانه كاين ان جيستيون مقاده في القطاع الخاص. اذا هذا باختصار القراءه الاولى الاعلان ديال مراكش وما سيترتب عليه، وخاصه النقطه اللي كتهمنا حنا بشكل كبير جدا، هل يقبل المواطن المغربي ان معاه مواطن غادي يعيش ب 8 دراهم في النهار؟